BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est notre page culture maintenant et on va vous parler d'un documentaire. C'est un reportage qui est passé il y a quelques semaines déjà chez nos confrères de la VRT dans l'émission Terzak et qu'on va vous proposer demain soir à partir de 18h30 sur l'antenne de BX1. C'est un documentaire qui nous emmène à Matongé, ou en tout cas qui prend racine à Matongé. Bonjour Déborah Vodken, je dis qui prend racine parce que votre travail, ça a été de retrouver d'anciens membres des bandes urbaines que la VRT avait déjà rencontrés dans un premier documentaire, c'est en 2013, et puis 7 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, en 2021, de les retrouver et de les faire témoigner. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée-là ? Parce que ça n'a pas encore été fait, en fait. On se demande toujours, les bandes urbaines, comment est-ce qu'on s'en sort ? En 2013, on a eu les témoignages des gens qui étaient dedans, qui nous racontaient comment était la vie dans la rue de Bruxelles. Mais on se demandait, après 8 ans, qu'est-ce qu'il en est devenu, quelles sont les difficultés, parce que l'histoire, ça colle aux gens, surtout s'il y a un casier judiciaire, par exemple. Donc, c'est très intéressant pour voir comment ils doivent s'en sortir, quelles sont les difficultés. Et, apparemment, c'est assez difficile. Quand même. Ouais. Donc, ce sont des gens qui ont été clairement dans la délinquance. Certains ont fait de la prison. D'autres ont été inquiétés par la justice. Aujourd'hui, ceux que vous avez rencontrés, ils ont tourné la page, ils l'ont tourné facilement ou difficilement ? Difficilement, je pense, oui. Ils ont tous tourné la page. Il y a par exemple le Dieudonné qui travaille maintenant, il gère une ASBL Change qui aide les jeunes belgo-congolais à retrouver leur identité congo-belge qui encore aujourd'hui ont les mêmes problèmes que lui il avait quand il était jeune. On a Dalsim qui travaille mais qui est encore toujours rappeur, ce qu'il faisait déjà quand il était jeune, ce qu'il a appris en prison pour raconter son histoire, pour gérer la situation et encore aujourd'hui ça l'aide et aussi ça aide à passer le message aux jeunes et les difficultés que lui, il a connues de raconter aux jeunes qu'on peut s'en sortir. Et alors, il y a Akassi qui gère un salon de coiffure avec quelques amis à Evere et de sa façon aussi est sorti de la délinquance, de la vie d'autres jours. Tous les trois, je pense, ils sont pères de famille pour l'instant, donc tout a changé. Donc ce sont de nouvelles vies qui se sont offertes à eux. On va regarder un extrait de votre documentaire, on va regarder les 2 premières minutes. La suite, ce sera à voir demain soir sur l'antenne de BX1. Je m'appelle Dalsim, je viens de Bruxelles, je suis né à Kinshasa. Etterbeek, XL, c'est les 2 quartiers où j'ai vraiment grandi, où j'ai connu la plupart de mes amis, où j'ai fait mes premières bêtises. Comme quoi? Direct. Des petites bêtises, petits vols dans les magasins. On avait faim. Un jeune qui avance tout seul peut se tromper. Moi, je me suis trompé et je suis passé par des chemins justement jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est 20 ans après, je continue à subir les conséquences de mon passé puisque voilà, il y a des choses qui sont gravées. Comme on était issus d'une bande urbaine, donc nous on représentait Evere. C'est une période où on était jeunes, un peu, on foutait un peu la merde parce qu'on était un peu désorientés, je veux dire. On a fait des bêtises, on a fait des conneries et ça nous a ramené certains en prison, certains à arrêter l'école, et ainsi de suite. C'est pour cela que je suis même désolé par rapport à ma propre vie. En 2013, l'émission Panorama s'était plongée dans l'univers des gangs urbaines noires. Les membres parlaient ouvertement sur comment vivre et survivre dans les rues à Bruxelles. Aujourd'hui, ils nous parlent à nouveau. Comment regardent-ils en arrière sur ces années difficiles de leur jeunesse? Ouais, je suis arrivé en 92. En 92, déjà à Bruxelles. Déjà au pays, on était peut-être déjà bien. Tu vois, il y avait la famille qui était là. On était peut-être des personnes qui étaient déjà bien, on va dire, en Afrique. On est arrivé pour avoir une meilleure vie, déjà à la base. Une fois arrivé, il y avait les galères des darons, des daronnes et tout. Et comme c'est pas en Afrique, les gens on ne peut pas se parler, il n'y a pas le dialogue. Et ensuite, on est arrivé en plein dedans et direct dans des milieux sociaux. À ce moment-là, si je vous cache rien, on avait peur en fait. Soit finir en prison, ou soit finir... À un moment donné, on peut péter un plomb, on peut craquer, devenir une autre personne qu'on aurait voulu être en ce moment-là.
Voilà, cassé, le j'ai- début de ce documentaire, signé Deborah Vodken, qui est notre invitée. Vous êtes travaillé avec Franck Casadi et Bjorn Van Laar Exactement. sur ce projet. Donc ça consistait donc à retrouver ceux qui avaient déjà témoigné en 2013. Ça a été facile de les convaincre de reparler à nouveau face caméra. Le documentaire de 2013 il avait déjà fait beaucoup de bruit Oui. à l'époque. C'était vraiment une plongée dans les bandes de Matongué. On est sorti de ces bandes-là. Il y a la VRT qui tape à ma porte. Je réponds facilement oui ou ça a été compliqué. Ça a été compliqué, exactement. Oui, donc c'est clair qu'il y en a plusieurs qui, au début, ils voulaient travailler avec nous, mais après, ils ont pris peur ou ils voulaient plus être associés avec la personne qu'ils étaient en 2013. Donc, ça a été une longue route grâce à Fons Pascal de Croos qui aide les journalistes à réaliser des projets comme ceux-ci. Qui est l'équivalent du fonds de soutien journalistique côté francophone. Voilà, pour aider les projets. Oui. Voilà. Il nous a aidés, il nous a donné du temps pour trouver ce témoignage. Donc, pour finir, on est hyper contents. Qu'est-ce qui a décidé ceux qui témoignent à témoigner? C'est l'idée qu'ils doivent raconter leur vie pour que les plus jeunes ne fassent pas les mêmes erreurs? C'est ça l'idée? C'est un peu ça, oui. Enfin, tous les trois, ils le disent de leur façon. En fait, Dalsim, il dit par exemple, si tu m'écoutes, tu vas gagner 10 ans de ta vie, parce que moi, j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire des conneries, et ça me coûte encore aujourd'hui, ça me coûte de la qualité de vie. Dieudonné dit la même chose. Akassé aussi, lui, il dit, j'ai un fils, j'ai de la famille, j'ai une responsabilité, ne faites pas ce que nous, on a fait, écoutez-nous. Le paradoxe, c'est que ce documentaire de 2013, il les avait un petit peu starifiés, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça les avait fait connaître, ça leur avait donné aussi une certaine aura. Dieudonné explique ça d'ailleurs, dans votre documentaire, il dit moi parfois je rencontre des jeunes qui me parlent de moi sans savoir que c'est moi, et ils ont une idée de moi qui n'est pas celle que je voudrais qu'ils aient. Oui, c'est ça, c'est très intéressant parce que quand je leur demande qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de vie, que vous êtes plus la personne que vous étiez, c'est pas un moment qui a fait le déclic, mais c'est en fait un processus. Mais pour Dieudonné, il raconte le moment en fait où il y avait ce jeune qui parlait de lui, qui le trouvait super, mais la personne qui était en criminalité, en délinquance, et il se disait, moi je veux pas du tout être cette personne qui encourage les jeunes à faire des choses qui va les mettre en danger. Et qui peut mettre d'autres en danger aussi. Voilà, oui. c'est un leader, Dieudonné. Donc cet instant-là, il a fait le déclic et il s'est dit, mes qualités d'être féroce, d'être, enfin, de me battre, je vais. Mais c'est lui aussi, si je me trompe pas, c'est lui aussi qui dit, si je me trompe pas, aujourd'hui on ne me pardonnera plus rien. Et donc ça veut dire que je suis rentré dans le droit chemin, mais je dois vraiment y rester parce que si je mets un jour le pied sur la ligne, on va pas me rater. C'est difficile ça aussi pour eux. Pour les trois, ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que même maintenant, s'ils font des bonnes choses, s'ils font une fois une mauvaise chose, ou si on doute... On va les recataloguer comme délinquants. Ils sont tout de suite de nouveau dans cette case où ils étaient il y a 15 ans. Ouais. Il y en a un qui dit aussi, moi j'ai pris conscience que les bêtises, on croit qu'elles sont faites sur le moment, mais en fait elles restent. Et quand il y a un décès, un jeune qui meurt, la mère, elle pleure toute sa vie. Et il faut affronter le regard de cette mère-là. C'est des choses qui les ont marquées, parce qu'on sait que dans les bagarres de bandes à Bruxelles, il y a eu des décès, dans les années 90, au début des années 2000. Ce sont des choses qui les ont marquées. Ça a été très dur, et Dalsim, effectivement, il dit, tu dois vivre avec cette mère qui continue à pleurer. Toi, tu peux garer cette histoire-là, mais une mère qui a perdu son fils ou qui est allée en prison, elle vit encore toujours ça, et c'est quelque chose qui colle, en fait, ça part pas, et c'est pour ça que lui, en fait, il fait encore toujours de la musique. Il dit, ça m'aide à faire, à mener les différentes vies, les différentes histoires du passé, d'aujourd'hui, et de passer le message aux jeunes. Ouais. Le documentaire que vous avez fait, donc il passe sur BX1 demain, il est passé sur la VRT. Il faudrait le diffuser ailleurs, auprès des jeunes, dans les maisons de quartier, sur les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent y avoir accès. Ce serait ça la récompense pour vous, et pour eux aussi qui ont témoigné. Oui, surtout pour eux, parce que ça demande quand même beaucoup de courage pour eux, pour sortir de l'anonymité, et aujourd'hui, de refaire leurs histoires et être associés à cette histoire qui n'est pas positive. Donc, ils racontent leurs histoires
de nouveau, mais d'une façon très positive. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent apprendre. C'est aussi un espoir pour tous ceux qui sont un peu dans la galère et dans les difficultés aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de fatalité. Si on veut s'en sortir, c'est peut-être difficile, mais il y a moyen. Et on peut devenir une autre personne, une meilleure personne. J'étais étonné qu'on ne parle pas beaucoup on n'emploie pas des grands mots comme résilience, rédemption, pardon. C'est des notions qu'ils n'utilisent pas. Et on ne fait pas non plus référence à la religion, parce qu'on sait que parfois, c'est la religion qui fait qu'on change de comportement. C'était pas du tout leur propos. Pas du tout. C'est quelque chose de fluide. C'est venu. Ils ont tous manqué une personne qui leur ont guidés. Quand ils étaient jeunes, ils étaient un peu la génération perdue. Et en cours de route, ils ont trouvé leur chemin, mais d'une façon assez hard. Donc c'est de là en fait que c'est venu cette conscience. Ouais. Ça veut dire que les choses ont changé. Tous ces jeunes qui à l'époque arrivent dans la Belgique des années 80-90, qui viennent du Congo, qui sont déracinés. Certains un petit peu plus tard dans les années 90 ou début 2000 sont des enfants soldats ou d'anciens enfants soldats. Ça ne se reproduirait pas aujourd'hui. L'encadrement aujourd'hui serait meilleur? Aucune idée, mais c'est ça. Par exemple, le travail de Dido au Dieudonné aujourd'hui, c'est effectivement d'aller chercher ces enfants d'origine belgo-congolaise et de leur faire comprendre leurs racines, même s'ils n'ont jamais été au Congo, ils ne connaissent pas, mais d'avoir une plus grande conscience en soi pour être plus fort dans la vie et de faire plus facilement les bonnes choses et pas aller dans la délinquance. Un mot sur le titre de votre document. Vous l'avez appelé Bandes urbaines, la génération oubliée. Mm-hmm. Tout est là dans la génération oubliée, on les a vraiment oubliés. C'est eux, en fait, qui sont donnés ce nom-là. C'est leur sentiment parce que leurs parents étaient très fort occupés à trouver leur place ici en Belgique une fois qu'ils étaient arrivés ici. Et la génération après, les enfants étaient à leur sentiment beaucoup plus encadrés. Eux, ils étaient un peu entre les deux. Donc, ils se recherchaient l'un l'autre, ils se retrouvaient dans les rues, mais ils avaient l'impression d'être un peu perdus et personne ne les regardait vraiment. Ils faisaient des bêtises avec des conséquences assez hardes. Voilà, donc la génération oubliée. Le documentaire à voir demain, 18h25, 18h30 à peu près, après le journal en tout cas, sur l'antenne de BX1. Merci Déborah Vodken, donc film réalisé avec Franck Casadi et Björn Van Laar. Dernière question, le premier documentaire, celui de 2013, on peut encore le voir ? Oui, et je pense que vous pouvez le voir sur le site web de la VRT News. Voilà, donc si on le cherche, on doit pouvoir le trouver. C'était l'émission Panorama à l'époque. Et aussi sur YouTube. Ouais. Merci beaucoup, Déborah Vodken. Merci d'avoir été avec nous, donc collègue de la VRT, dont on diffusera le reportage demain soir. On tourne une dernière page de pub dans cette émission, puis on retrouve Vanessa Lullier.